Alors ce sujet-là est capital parce que j'espère vraiment que vous allez pouvoir réagir à ce sujet. Et je vais poser une question dans ce sujet qui est fondamental et qui m'intéresse vraiment beaucoup. Vous savez que les problématiques militaires, nucléaires, en rapport avec la guerre, non seulement me fascinent mais m'obsèdent. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui et à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez en quelques minutes, c'est: pouvait-on éviter Hiroshima et Nagasaki? Je répète la question: pouvait-on éviter Hiroshima et Nagasaki? Parce que jusque-là, vous savez que quand on a parlé d'Hiroshima et Nagasaki, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé, eh bien on présentait Hiroshima et Nagasaki simplement comme des moyens qu'ont trouvé les Américains pour contraindre les Japonais. On nous expliquait que pour réussir à conquérir les îles, les chapelets d'îles qui entouraient l'archipel, eh bien, on avait eu recours à beaucoup de soldats et on avait enregistré beaucoup de pertes et il était temps de mettre un frein à ça. Et que le moyen de le faire, eh bien, c'était tout simplement d'utiliser la bombe atomique, cette invention merveilleuse, alors attention, merveilleuse, je mets comme ça, faite par les Américains à l'issue du projet Manhattan. Alors, si je pose cette question, c'est simplement parce que il y a eu, après on s'en est rendu compte de la désinformation, parce que quand on a essayé d'analyser les choses, on s'est rendu compte que tout n'était pas si simple. Alors si je m'appuie aussi ici sur ce que peuvent dire des structures comme IDN, Initiative de désarmement nucléaire, et je m'appuie là-dessus parce que cette structure a été jusque-là, je crois qu'elle y est encore créée et puis soutenu, porté par Paul Quilles, ancien ministre de la Justice, ancien ministre de l'Armement, de la Défense, polytechnicien, donc c'est pas n'importe qui. Et cette personne remettait en cause l'idée d'avoir fait fonctionner les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, outre le fait que c'était une horreur absolue. Alors moi je me pose la question: pourquoi est-ce que on a fait fonctionner ces bombes? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu là? Et je me pose vraiment la question, je me le demande vraiment. Je vous demande si vous avez des éléments pertinents à apporter, parce que vraiment là on se pose la question. Pourquoi est-ce que les hommes ont fait fonctionner les deux bombes d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945? Alors moi, ce que j'ai appris depuis, c'est d'abord que Hiroshima et Nagasaki, on avait eu beaucoup de désinformations concernant ces bombes. C'est-à-dire qu'on avait présenté ça comme des bombes presque soft, alors qu'en fait, il y a eu d'horribles, bien entendu, il y a eu des milliers de morts, je crois que c'est 60 000 morts pour les deux, ou l'une et l'autre. Et en fait, c'était énorme. On a fait des photos qu'on n'a jamais montrées, de corps calcinés, de gens qui ont souffert et qui souffrent encore actuellement, puisque certains avaient à l'époque 5 ans, 3 ans, enfin que sais-je. Et donc, il y a eu d'abord ça, on a minimisé. Et puis je me demande quelle était vraiment la raison pour laquelle on a fait ça. Je me demande, j'avoue que je me pose la question. Alors si la raison était une raison stratégique, simplement une raison stratégique, elle n'est peut-être pas suffisante, parce que il paraît que d'après les études, les Japonais ont été beaucoup plus traumatisés par les bombardements de Tokyo à la bombe incendiaire, qui ont fait des victimes aussi, autant voire plus, que ces deux bombes. Alors il y a une explication qui tient la route quand même, qui serait que les Japonais ont accepté de capituler parce que en fait la bombe atomique leur aurait permis de ne pas remettre leur honneur en question. Comme si la bombe atomique était une invention du diable, une invention technologique, et qu'ils avaient reconnu qu'ils ne pouvaient rien faire contre la technologie. Ça, c'est un argument qui fait qu'on peut penser que alors je ne sais plus où je l'ai lu, qui fait qu'on peut penser que cette solution a été privilégiée, que ça s'est passé. Moi, je suis en train de me demander si ce n'est pas s'il n'y a pas deux raisons à cela qui sont beaucoup plus pragmatiques, ou au moins trois.
La première raison qu'on pourrait invoquer, c'est peut-être le fait de vouloir marquer son territoire par rapport à l'URSS, hein. C'est-à-dire dès Yalta, on a commencé à savoir que tout allait se passer différemment après le Troisième Reich, et que les choses étaient plus ou moins pliées. Donc on commençait à penser à l'après, et je me demande si ça n'était pas tout simplement un signe fort de la part des États-Unis pour signaler à l'URSS, dont on savait qu'elle n'appelait pas la bombe, mais qui a réussi adroitement à retirer les marrons du feu, puisqu'il y a des espions qui lui ont donné finalement, hein, puisque à Los Alamos et dans le projet Manhattan, il y a des espions qui ont communiqué la bombe sous forme de dossier d'une 20aine de pages, je ne sais pas combien, aux Russes. Donc si ça n'était pas pour mettre un arrêt, un frein, pour montrer la différence, je me demande aussi si ça n'était pas pour tout simplement justifier de l'argent dépensé par le contribuable, hein, parce que le projet Manhattan a été un projet qui a coûté autant que la conquête spatiale, hein. C'est dans l'ordre des 10 ans à 300 000 personnes convoqués, dirons-nous, hein. Je crois qu'on a utilisé 15 ou 20 prix Nobel en même temps pour travailler. Dans l'histoire de l'humanité, par rapport aux pyramides, je pense que c'est peut-être 50 ou 100 fois les pyramides, hein, en équivalent, hein. Il faut vous dire que l'usine d'enrichissement faisait 1 km pour enrichir l'uranium. Donc on a, je pense, eu l'idée, donc comme je le disais, numéro 1, ça a été sans doute de vouloir marquer un frein pour les Russes, l'URSS. L'idée numéro 2, ça a été sans doute et véritablement de justifier la dépense d'argent du contribuable. Et puis l'idée numéro 3, malheureusement, c'est peut-être une idée un peu infernale, mais c'est peut-être tout simplement l'idée de voir ce que ça allait donner. L'idée de tester en grand, en vrai, une sorte d'envie qu'on a tous quand on a un nouveau matériel. Je crois qu'aux États-Unis, il y a un proverbe qui dit que quand on a un marteau, on veut s'en servir, un peu comme on l'a vu avec les Américains qui veulent utiliser leurs nouvelles armes. Bien, je me demande s'il n'y a pas eu cette envie primaire du cerveau reptilien de vouloir tester, de vouloir voir, comme une sorte d'excitation primaire. Voilà, c'est les 3 explications que je trouve, hein, en parallèle à une explication qu'on pourrait appeler purement stratégique qu'on nous donne habituellement. J'espère que vous allez pouvoir réagir et puis nous donner votre manière de voir. J'espère que je contacterai à cette occasion des gens qui en savent beaucoup plus que moi, parce que malgré mes lectures, je ne suis pas capable de faire je ne suis pas un spécialiste dans l'armement, hein, mais j'espère que vous pourrez nous donner des renseignements, parce que c'est une question fondamentale qui vraiment, moi, me questionne au moins toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne journée par cette belle matinée de juin, un peu venteuse. Je vois la dragonne de l'appareil photo-caméra qui se promène, et puis vous le voyez bien autour de moi, eh bien, il y a du vent, et il y a de la vie, et il y a des oiseaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous faire référencer comme une chaîne intéressante. Je vous souhaite une bonne journée.